Vous êtes avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir. Aujourd'hui, nous allons parler de fantasmes. Doit-on les dévoiler? Doit-on pas les dévoiler? Qu'est-ce que signifient nos fantasmes et pourquoi c'est si difficile en fait d'en parler aux autres, de ne se dévoiler à ce niveau-là? Pourquoi c'est peut-être vraiment intime et vulnérabilisant d'en discuter avec autrui ou même son propre partenaire? Vous écoutez le podcast Raviver le désir. Nous allons parler bientôt de les fantasmes, le dévoilement de ceux-ci et tout l'aspect complexe relationnel là, que ça peut amener dans une relation. Mais avant qu'on passe à ça, j'aimerais juste peut-être un peu parler du programme Raviver le désir sexuel que j'ai monté là, dans les derniers mois. Dans le fond, c'est un programme en ligne pour les couples qui ont des différences de désir sexuel et qui trouvent difficile en fait de gérer cette situation-là, puis qui ont peut-être même ça a peut-être amené plusieurs là, complications dans leur relation, autant au niveau de la sexualité que sur peut-être d'autres sphères. Donc, on aborde plusieurs sujets de comment le désir sexuel fonctionne dans un couple à long terme, comment le maintenir, quelles sont les manières en fait qu'on empire la situation et autant au niveau de notre relation qu'au niveau de la sexualité, qu'est-ce qui crée en fait cette différence-là, cette baisse de désir-là chez un ou les deux partenaires et comment on a tendance à s'éloigner en fait de plus en plus face à cette difficulté-là et empirer finalement la distance qu'on crée entre les partenaires. Et puis la dernière partie, ben là, on aborde vraiment comment en fait trouver une sexualité satisfaisante, de qualité avec notre partenaire, où on ne sent plus le besoin de se forcer pour avoir une relation sexuelle, on n'a plus l'impression de devoir quémander en fait une sexualité. On travaille vraiment à construire un désir sexuel relationnel avec notre partenaire où chacun prend un plaisir et on approfondit en fait l'intimité et la profondeur qu'on peut avoir. Donc, si jamais ça vous intéresse, il y a un webinaire gratuit que vous pouvez vous inscrire. Si vous allez sur lesexologue.ca, en haut de la page, vous pouvez vous inscrire directement là. Donc, vous avez un webinaire qui explique un peu plus en détail ce qu'on va aborder. Et après, il y a la possibilité, si ça vous tente, de vous procurer le programme par la suite. Donc, parlons aujourd'hui des fantasmes, un sujet qui est souvent abordé, puis qui fait moustiller, qui fait générer toutes sortes d'opinions, en fait, même entre mes collègues. Doit-on pas, en fait, dévoiler nos fantasmes, tous nos fantasmes? Quels fantasmes qu'on peut ou ne peut pas dévoiler? Et donc, on va aborder ça aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui est un fantasme? On va commencer par cette définition-là, parce que parfois les gens s'imaginent que des fantasmes, c'est nécessairement des choses qui sont inatteignables, des choses un peu, pas nécessairement farfelues, mais qui peuvent l'être, ou des choses qui sont très, très, très excitantes, mais qui relèvent en fait finalement d'un monde qui n'est pas atteignable. Hein? Donc, on peut parfois parler de des tripes à trois. Donc, si on est dans un couple monogame, ben, le trip à trois ne sera pas nécessairement possible, à moins qu'on décide peut-être d'ouvrir ou d'être devenir moins exclusif dans notre relation, ou parfois ça va être dans des endroits inusités ou des endroits particuliers qui peut-être ne nous permettraient pas de le faire sans peut-être risquer là, de se retrouver avec un dossier judiciaire, ben, peut-être pas criminel, mais probablement judiciaire. Mais un fantasme, en fait, quand moi je parle de ça, c'est vraiment tout simplement votre imaginaire sexuel. Donc, ça peut être aussi simple, en fait, que d'imaginer de recevoir ou de donner, en fait, du sexe oral. Mais évidemment, on a souvent des fantasmes de différents types. On a des fantasmes qui évoluent dans le temps. On a des fantasmes qui peuvent être plus kinky que d'autres, hein, qui sont peut-être plus intenses, moins typiques. Puis souvent, quand on va poser en fait la question aux gens en clinique de c'est quoi vos fantasmes, c'est quoi votre imaginaire sexuel, qu'est-ce qui vous offre du plaisir, la réponse que j'ai le plus souvent en premier, c'est ben rien de fucké, là, hein, moi je fantasme sur des choses normales. Donc, immédiatement, on voit qu'il y a une crainte du jugement. On ne veut pas être jugé, en fait, même par son sexologue dans un cabinet où la confidentialité est de mise. Hein, on veut être perçu comme étant normal dans nos fantasmes. Et donc, on voit tout de suite qu'il y a comme une crainte du jugement et qu'on catégorise des fantasmes comme étant corrects et d'autres fantasmes comme étant
pas correct ou anormal ou bizarre ou particulier, atypique. Puis souvent, on n'ose pas en fait tomber dans cette catégorie-là. On veut, pour la grande majorité des gens, être normal. Ce qui est intéressant, c'est que dans les dernières années, on avait en fait, même au niveau clinique, donc on avait des jugements de valeur où ce qu'on considérait par exemple certains fantasmes ou certaines préférences sexuelles comme étant déviants. Et on a réalisé en fait que, suite à plusieurs études, qu'à peu près entre 25 et 35 de la population avait en réalité des fantasmes qu'on pouvait considérer déviants. Donc on parle ici souvent de fantasmes qui sont plus du genre BDSM. Donc ceux qui ne savent pas ce que BDSM veut dire, ça fait référence au bandage, au sadisme, au masochisme. Donc les gens qui font des jeux de rôle au niveau de ces tendances-là. Et on avait tendance, en fait, c'était dans les manuels diagnostiques, de considérer ces fantasmes-là comme étant de la déviance. On n'a pas nécessairement enlevé tous les types de déviance sexuelle. Par exemple, on a encore les déviances du genre la pédophilie, la nécrophilie, qu'on peut retrouver, qui sont encore, ou la zoophilie, qui sont considérés des comportements encore même non seulement déviants, mais sexuellement illégaux. Parce que le consentement, il n'est pas possible. Mais il y a beaucoup, en fait, de fantasmes que les gens venaient nous consulter avant, qui voulaient se débarrasser, comme des fantasmes masochistes, sadiques, mais qu'on a réalisé qu'il y avait une communauté, finalement, de gens qui qui avaient ces fantasmes-là et qui les mettaient en jeu avec d'autres personnes parfois, ou même dans une communauté, dans des soirées. Et on a réalisé finalement que si 25 à 35 des gens avaient ce genre de fantasme-là, c'est très difficile de considérer un si haut pourcentage comme étant déviant. Donc, il y a beaucoup de fantasmes, en fait, qu'on a normalisés. Hein? Surtout, par exemple, avec l'avenue là, du fameux livre et du fameux film Fifty Shades of Grey, où ce qu'on a un peu normalisé finalement aussi ce genre de fantasme-là avec les années. Mais même si on a normalisé certaines de ces choses-là, hein, nos mœurs religieuses font encore leurs traces, même si ça fait des années, surtout au Québec, en fait, que la, les tendances au niveau du jugement par rapport à la sexualité ne font plus tant partie de notre éducation sexuelle directe. Les traces émotionnelles sont encore là. On est encore mal à l'aise quand on parle de ces choses-là. On a encore peur, en fait, de nommer des fantasmes que la grande majorité des gens vont peut-être considérer atypiques. Puis pourquoi, en fait, justement, on a peut-être de la misère à voir dévoiler nos fantasmes? C'est parce que nos fantasmes, notre imaginaire sexuel, elle parle de qui nous sommes. Nos fantasmes sont souvent basés sur des expériences qu'on a eues, la manière qu'on se perçoit, la manière qu'on perçoit les autres, la manière qu'on perçoit les hommes, les femmes et les différences qu'on peut avoir, les stéréotypes à cet égard-là, les jugements sociaux, les contextes aussi culturels qu'il peut avoir. Donc, on peut avoir aussi même des jugements ou des préférences dues à certaines ethnicités différentes, par exemple, parce qu'on les voit d'une certaine façon. Il y a peut-être des stéréotypes de ces personnes-là. Donc, on parle souvent, par exemple, des hommes noirs avec des gros pénis. Il y a souvent le fétichisme des personnes asiatiques. Je ne dirais pas le fétichisme, mais je parle d'une attirance envers les personnes asiatiques. Donc, ce sont des catégories même de pornographie qu'on peut retrouver. Et donc, dévoiler ça aussi, donc, dévoile nécessairement qui nous sommes. Ça peut parler aussi de nos insécurités. Plusieurs de nos fantasmes sont là, en fait, pour venir un peu pallier même à certaines insécurités, donc compenser, triompher par-dessus certains enjeux personnels, relationnels et sexuels qu'on aurait pu avoir dans notre vécu. Donc, je vous donne des exemples. Une femme, par exemple, qui ne se trouverait pas nécessairement attirante, va peut-être avoir des fantasmes où elle est excessivement attirante et désirable et plusieurs hommes ou plusieurs femmes, dans le cas d'une personne qui aurait une attirance bisexuelle ou lesbienne, va se voir comme étant très, très, très attirant finalement dans ses fantasmes. Un homme qui considérait peut-être avoir ou une insécurité par rapport à la grosseur de son pénis, dans le fantasme, mais son pénis, il l'utilise peut-être vraiment bien, puis il impressionne en fait ses partenaires, encore une fois, soit masculins ou féminins,
avec comment il utilise son pénis ou même va agrandir la grosseur de son pénis dans son fantasme. Et cette composante-là, c'est la composante qui devient excitante. C'est ce qui mène à augmenter son excitation sexuelle. On peut avoir des cas aussi, par contre, où peut-être une personne aurait vécu en fait une agression sexuelle et par la suite, en fait, va avoir des fantasmes où, en fait, elle érotise, cette personne-là érotise, en fait, des scénarios où il y a, en fait, une prise de contrôle ou même des agressions sexuelles. Donc, on voit ici une genre de fonction de triomphe, en fait, par-dessus un trauma qui aurait pu se passer. Donc, il y a des gens peut-être qui ont été humiliés, en fait, par des anciens partenaires. Donc, un homme, par contre, qui aurait perdu son érection euh, pendant une relation sexuelle à l'adolescence, son ou sa partenaire aurait très mal réagi, aurait même humilié cette personne-là, l'aurait rabaissé, aurait peut-être même parlé à d'autres personnes de cette difficulté-là ou cette perte d'érection-là. Et donc, cette humiliation-là va peut-être se transformer, en fait, finalement, dans ses fantasmes comme quelqu'un qui a des très bonnes érections. Ou parfois, en fait, c'est que ça va se diriger ailleurs où cette personne-là va compenser en faisant, en fait, des cunnilingus ou des fellations absolument extraordinaires et le fait de triompher par-dessus cette insécurité-là, cette humiliation-là qu'il aurait potentiellement eu, excite la personne et utilise en fait ce fantasme-là, cet imaginaire sexuel-là pour s'exciter. Donc, parfois aussi, là, je parle beaucoup d'exemples peut-être plus basés sur les insécurités, mais des fois, ça peut être aussi basé sur des bonnes expériences où on a vraiment apprécié peut-être une certaine relation sexuelle, on apprécie un certain côté de nous et dans nos fantasmes, on les met de l'avant. Donc, ça parle aussi peut-être de les forces qu'on peut avoir, les perceptions positives qu'on a à notre égard, en fait. Donc, comme on peut voir, c'est ça, ça dévoile beaucoup de choses par rapport à nous, nos valeurs, nos perceptions des autres, nos perceptions de qui on est et comment on se perçoit. Donc, est-ce que j'ai confiance dans mon fantasme? Est-ce que je suis la personne plus timide? Est-ce qu'on me séduit? Est-ce que c'est moi qui séduis? Fait on peut vraiment analyser en profondeur, en fait, nos fantasmes. Il y a même, en fait, une approche en sexologie qui s'appelle la sexoanalyse, qui part du principe qu'on peut, à travers, en fait, nos fantasmes, travailler en fait ces compréhensions et aller voir en fait quelles sont nos insécurités et comment on peut travailler nos insécurités à travers en fait notre fantasmatique, notre imaginaire sexuel. Donc là, si on aborde, doit-on ou pas partager nos fantasmes sexuels? Et donc là, la question toute de l'intimité rentre en ligne de compte. Donc l'intimité, c'est quel est le degré d'authenticité, d'intégrité et de dévoilement je vais me permettre d'avoir avec mon ou ma partenaire et quel aussi degré d'intimité je vais me permettre de recevoir aussi de mon ou ma partenaire. Donc, y a-t-il des choses que moi, peut-être, je ne veux pas entendre, que je ne veux pas savoir de mon partenaire et qui pourraient me déranger, qui pourraient me bouleverser, qui pourraient jouer dans mes insécurités. Donc, par exemple, vous apprenez que votre partenaire désire un ou une de vos amis. Est-ce que ça vient susciter une excitation, une curiosité, une exploration d'en savoir plus? Ou au contraire, mais là, on se sent jaloux, jalouse, insécure, on craint la présence de cette personne-là dans la vie sociale de notre couple. Donc, il y a des fantasmes, effectivement, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la relation, comment on perçoit l'autre et les insécurités potentiellement qu'on va vivre. Parfois, là, on touche plus peut-être l'insécurité de la possessivité et de la jalousie, mais parfois, ça peut être notre partenaire nous propose ou nous dévoile un fantasme qui ne nous intéresse pas, nous, du tout. Donc, par exemple, j'aimerais, je ne sais pas moi, j'ai un fantasme que mon partenaire me fasse un striptease, puis que la danse lascive soit très remplie de promiscuité. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai pas le corps pour faire ça, ou j'ai pas les habiletés de danse, je me sens pas assez sexy, ou séducteur ou séductrice pour faire ce genre de choses-là. Et donc là, je vais peut-être vivre aussi une insécurité de ne pas être capable de répondre aux besoins et aux désirs de mon ou ma partenaire en lien avec quelque chose qui a dévoilé de eux. Je pourrais aussi, en fait, outrer, en fait, d'apprendre que mon partenaire veut faire certaines choses. Ça pourrait me bouleverser. Donc, je ne sais pas, mon partenaire ou ma partenaire a un certain intérêt pour une partie du corps comme les pieds qu'on va considérer plus atypiques. Donc, pas que la personne nécessite des pieds pour s'exciter, mais a une certaine attirance sexuelle envers les pieds. C'est quelque chose qui l'excite beaucoup. Mais moi, les pieds, par exemple, c'est quelque chose que j'aime pas. Je trouve ça un peu dégoûtant. Hein? Il y a des gens qui ont une relation plus
négatives ou péjoratives avec les pieds, par exemple, puis il y en a d'autres, au contraire, qui l'érotisent. Donc, si moi, je peux être outré par ça, ou je peux trouver ça weird ou bizarre, mais je vais peut-être percevoir maintenant mon partenaire comme étant un peu étrange, finalement, dans ses préférences. Et puis, l'imaginaire sexuel, c'est vraiment quelque chose de très vaste. On a juste à se promener un peu sur la pornographie pour réaliser, en fait, qu'il y a une panoplie de différentes catégories qu'on peut facilement catégoriser comme étant, entre guillemets ici, normal ou comme étant weird, ou que la majorité des gens vont considérer plus atypique. Et donc, c'est ça la crainte aussi de se dévoiler, c'est est-ce que l'autre va me percevoir comme étant weird? Comment ça va changer notre sexualité? Comment ça va changer même potentiellement la désirabilité que l'autre peut avoir à mon égard? Est-ce que l'autre va me percevoir tellement différemment que je vais turner off, en fait, finalement, cette personne-là. On peut donc voir que dévoiler des fantasmes vient avec un risque. Et en fait, c'est exactement comment l'intimité fonctionne. Donc, à chaque fois que je dévoile quelque chose de moi, je prends un risque que l'autre ait une perception maintenant de moi qui est négative. C'est pour ça qu'au début d'une relation, hein, on se met toujours sur son 36 ou son 34 ou son 31. Je ne sais jamais c'est quoi le chiffre qu'il faut utiliser. Mais on se met sur son meilleur parce qu'on veut être apprécié. Donc, on dévoile seulement les beaux côtés de nous. Et donc, quand on commence à se connaître de plus en plus, bien, on prend peut-être de plus en plus de risques pour se dévoiler. Et donc, on prend la chance de soit que l'autre va davantage m'apprécier, ça va créer finalement un moment de rapprochement, d'exclusivité, d'avoir accès à une partie que peut-être très peu d'autres personnes ou personne d'autre a eu accès à ce jour. Ou en fait, je vais créer un moment potentiellement soit temporaire ou même de façon permanente de rejet à l'égard de cette sphère-là. Donc, peut-être pas toute sa personne qui va être rejetée, mais cette sphère-là de notre personnalité ou de notre sexualité pourrait être potentiellement rejetée. Ce qui nous mène devant le fameux dilemme de should I or shouldn't I? Hein? Devrait-on, devrait-on pas finalement dévoiler une partie qui risque de nous faire vivre du rejet? Et on parle souvent dans les dernières années hein, d'avoir un safe space avec nos partenaires, qu'on puisse justement exprimer librement qui nous sommes dans notre corps, dans notre personne, et que l'autre doit nous accueillir là-dedans sans jugement. Malheureusement, c'est un monde qui est fictif. Nos partenaires vont toujours avoir des réactions face à des choses qu'on dévoile, que ce soit nos fantasmes ou d'autres sphères de notre vie, des valeurs qu'on va avoir, il va avoir une réaction initiale, émotive, qui peut être positive, mais qui peut aussi être négative. Et on peut réprimer ces jugements-là ou ces réactions-là négatives, ce qui fait en sorte que le moi, je décide de ne pas me dévoiler face à ce qui vient de me dévoiler, parce que c'est ça aussi, en fait, quand on se dévoile, j'oblige l'autre à se dévoiler. Et donc, si moi, je nomme un fantasme, l'autre va nécessairement avoir une réaction face à ça et va se dévoiler par rapport à ce fantasme-là en particulier. Donc, je vais apprendre aussi quelque chose de l'autre personne. Et donc, ça met aussi l'autre personne dans une position peut-être qu'elle ne voulait pas être à ce moment-là et donc peut vivre des réactions fortes. Je ne dis pas qu'on devrait effectivement rabaisser et juger de façon condescendante ou méchante notre partenaire quand ils ont des comportements, mais on va nécessairement avoir des jugements automatiques qui vont nous passer par la tête, hein, peut-être un dégoût, une surprise, et on peut tempérer peut-être cette réaction-là, mais on peut aussi faire ah, tu sais, ça, moi, je t'avoue, ce fantasme-là, je trouve ça un peu étrange. Ça me bouleverse de ta part. Donc, je peux exprimer, en fait, mon opinion, ma perception de toi ou du fantasme qui peut être négatif, mais je peux le faire ou, en fait, je le fais d'une façon à ce que je suis quand même dans le respect. Et c'est ici la différence entre je peux nommer finalement une perception négative de toi. Donc, tu n'es pas dans un safe space où je vais t'accueillir bras ouverts avec tout ce que tu vas dévoiler par rapport à ta sexualité, mais je peux quand même rester respectueux face à ça. Et donc, c'est là la différence quand on parle de safe space. Il ne faut pas confondre, tu vas accepter qui je suis et je peux maintenir un respect à ton égard, même si je vis des émotions, en fait,
qui viennent me chercher profondément par rapport à ce que tu viens de me dévoiler. Hein? On ne peut pas aimer les gens inconditionnellement sur absolument tout. C'est un monde fictif. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne peut pas aimer d'autres parties de notre partenaire, mais on ne peut pas aimer tous les parties de notre partenaire. Et comme on l'a dit dans un autre podcast, il y a des choses qu'on va détester, qu'on n'aimera pas en fait de notre partenaire, et la sexualité peut faire partie de cette sphère-là. Et donc, comment est-ce qu'on gère avec cette complexité-là de mais quand je me dévoile, je peux vivre du rejet. L'autre, en fait, va se dévoiler aussi et je peux ne pas aimer, en fait, leur réaction et je peux rejeter, en fait, leur réaction, leur perception de cette forme de sexualité-là et comment on gère finalement avec ces différences-là. Et devrait-on, est-ce que ça crée finalement des rapprochements ou pas de rapprochements? Bien, de ma perspective, ça crée toujours une forme de connexion et une forme de rapprochement. Par contre, un rapprochement et une connexion, ce n'est pas nécessairement toujours agréable. Et il y a toujours aussi des réactions qui sont initiales, qui sont spontanées, puis ces réactions-là peuvent aussi changer. Donc, nécessairement, quand je me dévoile, je crée un rapprochement avec l'autre. On se rapproche dans qui nous sommes, dans notre intégrité, dans notre authenticité. Mais ça se peut que ce rapprochement-là, en fait, se fasse un peu dans le rejet, dans la frustration, dans le dégoût, ou ça peut être aussi agréable. Il ne faut pas regarder que c'est toujours négatif nécessairement. On peut peut-être réaliser qu'on a des fantasmes, des préférences sexuelles qui se ressemblent, et là, on se sent bien, puis ça crée un état plus de fusion finalement de qui nous sommes sur cette sphère-là, et donc on va peut-être pouvoir partager. Mais parfois, il y a un processus d'acceptation. Hein. Au début, il y a peut-être un processus de rejet, une réaction de rejet, d'émotions négatives face à ça, et donc de relancer peut-être potentiellement ce rejet-là à l'autre. Mais des fois, ça permet aussi d'ouvrir des discussions sur OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce fantasme-là t'intéresse? Qu'est-ce qui fait que ça vient t'exciter? Pourquoi moi, ça me bouleverse? Pourquoi moi, je trouve ça atypique? D'où vient finalement? Et là, finalement, le processus de rapprochement se fait peut-être plus lentement, mais se fait quand même potentiellement plus vers quelque chose d'agréable. Et donc, il y a une connexion qui peut se faire, puis qui pourrait même être plus significative qu'une connexion qui aurait été positive immédiatement, parce que le processus, qui est un peu plus difficile d'être dans le processus d'acceptation de l'autre, fait en sorte qu'on se différencie, qu'on réalise qu'on est deux individus à part entière, qui peuvent aimer des choses différentes, qui peuvent trouver des choses particulières ou dérangeantes chez l'autre, mais que malgré nos différences, on est quand même capable de s'aimer. Mais qu'est-ce qu'il y en est peut-être du cas où, ben là, j'ai pris un risque et là, ça a fondamentalement changé de façon négative notre relation avec l'autre. Je veux-tu vraiment prendre ce risque-là? Ou même, je le sais en fait que si je dévoile telle affaire de mon imaginaire sexuel, je le sais que l'autre va me rejeter et que ça va maintenir finalement un genre de rejet. Et c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce que je veux quand même ouvrir cette boîte de Pandore-là avec mon ou ma partenaire, vivre le rejet pour que je puisse être finalement pleinement moi-même, authentique et intègre dans la relation et peut-être réaliser que oui, on a peut-être des différences fondamentales qui, dans certains cas, vont peut-être même mettre fin à la relation. Ou peut-être que ce fantasme-là, c'est quelque chose que vous voulez garder pour vous-même, vous êtes correct, en fait, finalement, le vivre dans vos fantasmes, dans votre imaginaire. Ça fait partie de votre jardin secret. Et puis que ça changerait fondamentalement une relation qui, somme toute, est tout à fait agréable et satisfaisante sur d'autres points. Mais ça ne vaut pas la peine de le dévoiler. Ça serait juste destructeur, finalement, pour la relation. Mais il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est vraiment destructeur? Est-ce qu'il pourrait y avoir une période peut-être plus difficile, mais je ne veux pas vivre ce moment-là difficile avec l'autre, qui pourrait nous rapprocher aussi davantage et créer vraiment une relation beaucoup plus intime et profonde. Ou est-ce que réellement, ça va être juste que du négatif, on ne va rien en ressortir positif, puis ça, malheureusement, des fois, on ne sait jamais réellement si c'est le cas, mais c'est la question de prendre ou pas, en fait, le risque d'être intègre et authentique dans nos relations de couple. Et donc, je vous laisse sur ces réflexions-là. Est-ce que vous allez être prêts, vous, à dévoiler vos fantasmes les plus bizarres, atypiques, qui pourraient peut-être vous faire rapprocher
malgré peut-être un processus difficile d'acceptation et de rapprochement, et que vous allez aussi en apprendre sur votre partenaire quand vous allez le faire? Ou est-ce que vous allez décider de ne pas vivre en fait ces moments-là, de ne pas prendre la chance de se rapprocher, mais aussi de ne pas prendre le risque non plus de créer des remous dans la relation qui pourraient avoir aussi des impacts qui sont permanents. Donc, je vous laisse sur ça. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir sexuel avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir. Vous avez des questions, des commentaires, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, écrivez-nous à info@lesexologues.ca. Vous pouvez aussi aller voir sur notre blog plein d'articles qu'on peut parler justement des relations, de la sexualité, du couple à lesexologues.ca. Il suffit de cliquer sur l'onglet du blog. À la prochaine!